science. Bonjour et bienvenue pour ce faux raccord anatomique en compagnie de Michel. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Ouais bah elle est folle, elle m'appelle Michel, alors je l'appelle Michel aussi, on s'appelle tous Michel, voilà. Un animal sur le mauvais continent, des crânes qui n'ont rien à faire là, des vessies qu'on veut nous faire passer pour des lanternes, rien ne m'échappe. Évidemment, spoiler alert, est-il utile de le préciser? Le cinéma, c'est l'art de tromper son monde dans la joie et la bonne humeur. Quoi de plus satisfaisant qu'un effet réussi comme ce requin-tigre, Bien reconnaissable à ses dents, correctement identifié par les protagonistes des Dents de la Mer comme n'étant pas le requin blanc qu'ils cherchent. mais comme le boulot d'Hollywood c'est de nous raconter de belles histoires, ça ne se passe pas toujours comme ça. Tenez, puisqu'on parle de requins, vous connaissez certainement le mégalodon, le terrible requin géant préhistorique du film En eau trouble. Mais vous connaissez certainement beaucoup moins le gentil mégalodon, celui qui a mordu la poussière et dont les dents sont fièrement exposées comme trophées dans des dessins animés pourtant tout mignons. Le voici dans Hôtel Transylvania 3 qui fait la déco sur la terrasse d'un bar. Et en voilà une dent dans Vaiana qui sert de perle au collier de Maui. C'est peut-être à ça qu'il sert son gros hameçon, à pêcher le mégalodon. Ah bah merci Disney de ruiner nos rêves. C'est naturel, c'est pour vous. En parlant de menaces pas très menaçantes, vous avez été nombreux après le dernier faux raccord anatomique à nous demander de parler du crâne d'Alien dans le film Predator 2. Alors après avoir brisé le mythe dans Predator 1, nous allons aujourd'hui tirer sur l'ambulance avec Predator 2, car en effet ceci n'est pas un crâne d'alien. Mais qu'est-ce que vous voulez dire Michel, ce crâne a pourtant bien la forme d'un crâne d'alien. Oui Michel, mais rappelez-vous que les aliens sont inspirés des arthropodes, des petits êtres dotés d'un exosquelette, comme les insectes et les arachnides. Ah oui, c'est vrai que leur société est calquée sur celle des fourmis avec une reine pondeuse, qu'il a une bouche en forme de piston comme les larves de libellules et que leur design cauchemardesque est directement inspiré du corps des limules. C'est ça, et on voit bien l'exosquelette chez les limules, c'est un squelette externe, pas interne. Oui, ça je le vois bien, mais où voulez-vous en venir Michel? Bah c'est simple, si les aliens ont un squelette externe, ils ont pas de squelette interne, ça veut dire pas d'os, pas de colonne vertébrale et pas de crâne. Ou alors, c'est un alien qui ressemblait à... ça. C'est du pipeau ce crâne, c'est un faux. Le Predator il veut juste se la péter. Quoi, mais c'est pas possible, là, vous allez pas pourrir la saga Predator 2 fois quand même. Je vais me gêner, tiens, la preuve que c'est du flan, ça c'est un trou pour l'œil. T'as déjà vu des yeux sur un alien, toi? Bon ben, il va bien falloir se rendre à l'évidence, le Predator, c'est juste de la poudre aux yeux. Un escroc, oui. Tant qu'à parler de faux crâne, Michel, vous aviez remarqué le logo de Jurassic World? Ouais, ben, c'est le crâne d'un tyrannosaure, et alors? Bah, il vous choque pas ce crâne? Non, il a quoi, ce crâne? Il a pas de narine, ce crâne. Ah mince, c'est vrai. Elles sont où les narines? Et puis si c'est un crâne de T-Rex, il lui manque aussi les fosses temporales. Je savais bien que mélanger leur ADN avec celui des grenouilles, ça donnerait des résultats chelous. Bon sang! Mais revenons à nos moutons, nous parlions d'Alien. Alors intéressons-nous au dernier opus de la saga, Alien Covenant. Bon là, Michel, ça suffit. Ça fait 2 fois qu'on tire sur l'ambulance, là. Oui mais c'est tellement drôle, Alien Covenant je disais, qui nous initie au concept de biodiversité Disney. La biodiversité Disney, c'est quand vous entendez les gens vous dire « Moi j'aime trop les animaux, ce sont des êtres sensibles et intelligents », mais qu'ils oublient un peu vite que les araignées et les méduses sont aussi des animaux. En bref, c'est réduire la biodiversité animale aux seuls mammifères, et encore simplement à ceux qui nous intéressent, typiquement une diversité de basse-cour avec au premier rang les chiens, les chats et les chevaux. Parce que les pangolins, tout le monde s'en fout. Donc, Alien Covenant est atteint du syndrome de la biodiversité Disney. Quand on lui demande de nous montrer une biodiversité extraterrestre, à la place, il nous montre ça. Un simple coquillage terrestre de la famille des murex. Un scarabée on ne peut plus de chez nous. Et ces crânes-là en fond, on reconnaît l'arrière-crâne d'un cochon domestique, d'un cheval, d'une girafe et d'un chameau. Bon, on leur accordera bien, Michel, que la girafe et le chameau, ça fait plus le roi lion que basse-cour. Ouais, enfin ça m'explique toujours pas comment le Prométhéeus a embarqué une girafe à bord. En fait, la planète des ingénieurs, si ça se trouve, c'est la Terre depuis le début. God damn you all to hell! Dites Michel, en parlant de Roi Lion, vous aviez remarqué l'animal qui n'a rien à faire là dans le Roi Lion? Oh là, je sens que vous allez nous sortir un de ces obscurs trucs du genre l'un des vers de terre que mangent Timon et Pumba, c'est en fait une espèce très rare de coléoptère qu'on rencontre qu'en Asie du Sud-Est et gna gna gna. Pas du tout, c'est bien plus gros que ça, regardez. Eh ben quoi? Bah, vous le voyez pas là, le tamanoir? Il y a un tamanoir, un fourmilier d'Amérique du Sud, en Afrique. C'est peut-être un fourmilier d'Afrique? Sûrement pas. Regardez, voici les deux espèces de fourmiliers africains, ça c'est un oryctérope et ça c'est un pangolin. Ah oui, le premier n'a pas ce joli collier de poils foncés et le deuxième a carrément des écailles à la place des poils. Rien à voir avec le tamanoir. Vous voulez dire qu'on nous a caché la vérité? Mais si on ne peut même plus faire confiance au roi lion. Majesté, das ist eine kolossale Konspiration. Et les baleines? Les gens se foutent des baleines? Ah bah non, Michel, ça c'est plus gros. Ah, parce que dans l'hilarante scène du mariage de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, la revanche de Salazar, la cérémonie a lieu dans le cadavre d'une baleine. En effet, c'est vrai, mais en même temps ça crève les yeux, hein. C'est pas comme si c'était un exploit d'avoir repéré ça. Et bah ce qui crève les miens, c'est que cette baleine montre que Pirates des Caraïbes n'a pas du tout lieu dans les Caraïbes. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez, Michel? Bah,
C'est simple, vous voyez le crâne de cette baleine? Le museau est fin, il est pas plat comme celui des autres baleines qu'on appelle rorquals, comme la baleine bleue. Ce museau fin est typique des baleines franches. Maintenant, soyez un bon pirate et regardez attentivement cette carte, Moussaillon. Oh mais oui, voici la répartition totale des 3 espèces de baleines franches dans le monde, et voici la mer des Caraïbes, et on voit très bien que les deux ne se chevauchent pas. Il n'y a donc pas moyen qu'un cadavre de baleine franche se retrouve échoué dans les Caraïbes, c'est du pipeau tout ça. Ah oui Michel, mais là je tiens un article qui émet la théorie que en fait ce squelette, c'est celui du kraken. Le kraken. Oui, bah oui. Le kraken, vous êtes sûr, Michel? Ce que tu dis n'a aucun sens. Bah oui, c'est ce qu'ils disent dans l'article, un kraken. Le squelette du kraken, un mollusque céphalopode? Bah pourquoi pas, je vois pas pourquoi les squelettes de... Non, mais attendez, Michel, je vais vous laisser une minute pour réfléchir à la notion de squelette de mollusque. Mais je... Mais si, allez voir sur Wikipédia. C'est bon, Michel, vous avez fait le deuil de votre théorie de fan moisi? Les mots me manquent. C'est sûr que Pirates de l'Atlantique Nord, ça fait pas rêver. Ah bah tiens, cet extrait de Star Wars est fort à propos, puisque Star Wars 8, le dernier Jedi, nous apprend une chose capitale. On peut chercher des fossiles grâce à la Force. Ah mais oui, regardez Rey en train de se concentrer et pouf, le petit fossile qu'un paléontologue local n'a jamais vu. Voilà qui va simplifier considérablement la recherche du chaînon manquant. En parlant de morceaux manquants, vous aviez remarqué que les gens dans Terminator ont la fâcheuse tendance à avoir beaucoup de têtes mais pas beaucoup de squelettes? Ah c'est vrai ça, Michel, je vois que vous devenez perspicace. Mais bon, quand on y réfléchit, les crânes ça fait peur, alors que les omoplates et les côtes, bon... Et puis, comme les crânes ça fait vachement peur, eh ben on en remet un. Ah, mais c'est Rachel dans Blade Runner 2049. Michel, que pouvez-vous nous dire à propos du squelette de Rachel? De qui ça? Bah de Rachel, la femme réplicante du premier film. Il retrouve son squelette dans le deuxième. Je vois pas. Bah ce squelette-là. Ah, ce squelette-là, mais c'est pas du tout celui de Rachel. Quoi? Ah non mais ça suffit, hein. Vous allez pas aussi massacrer ce chef-d'œuvre du cinéma. Un chef-d'œuvre, une purge, oui, quel ennui. Ah bah ça c'est vos goûts Michel, hein. Soyez objectif un peu, ce film est bon. Je vais être objectif, ce film était long. Et puis pour ce qui est du squelette, il n'est objectivement pas celui de Rachel, il n'y a aucun doute là-dessus. Regardez les radiographies du crâne, normalement les dents devraient apparaître en blanc brillant. Au lieu de ça, on ne voit rien d'autre qu'une mâchoire édentée rongée par l'âge comme celle d'une personne âgée. Rachel est censée être morte en couche, donc elle est forcément morte avant la ménopause. Ce cadavre est celui d'une personne morte de vieillesse, pas celui de Rachel, c'est QFD. J'admets que la comparaison semble marcher, mais vous oubliez un détail. Les dents sont à part de la mâchoire, elles sont tombées pendant la décomposition du corps. Ce cadavre possède bien des dents, on les voit ici. Ah ouais. Ah, je vous ai bien eu, je vous ai piégé. Échec et mat, Michel, vous avez échoué. D'accord, j'admets ma défaite. Ah, vous admettez votre défaite? Ouais, j'admets ma défaite. Wow. J'admets ma défaite, mais dans ce cas, Michel, vous allez pouvoir m'expliquer pourquoi le crâne de Rachel possède des caractéristiques typiquement masculines, comme des angles de la mâchoire aussi prononcés, un menton proéminent et carré, des processus mastoïques gigantesques, ou bien cette bosse à la suture du frontal et des pariétaux. Ah, et puis cerise sur le gâteau, va falloir m'expliquer pourquoi ce crâne ne ressemble pas du tout au crâne de l'actrice qui joue Rachel et qui a été scanné pour l'occasion. Donc, merci pour le coup des dents, mais ce squelette-là n'est pas celui d'une femme morte en âge de procréer, c'est celui d'un homme âgé. Je crois qu'il va falloir qu'on se mette d'accord sur le fait de pas être d'accord sur ce coup-là, Michel. Faites ce que vous voulez, Michel, mais moi au moins mon interprétation est cohérente avec le film, parce que tout le monde sait que la vraie Rachel, elle avait les yeux verts. Bravo, tu te défends bien. Enfin, terminons par l'un des plus grands et des plus persistants mythes à propos des dinosaures, celui disant qu'ils étaient tellement gros qu'ils avaient besoin d'un deuxième cerveau dans l'arrière-train. Et quel autre film aurait pu tomber dans ce panneau monumental que celui où on entend la phrase désormais devenue culte? C'est que tous les Jaegers sont numériques. Non, pas tous. Gypsy est analogique, nucléaire. Du nucléaire analogique. Analogique. Eh oui, Jamy, analogique, contraction habile des mots anal et logique, le tout signifiant que la logique, on l'encule. Pacific Rim donc, ce film qui nous explique que les kaijus sont tellement énormes qu'ils ont besoin d'un second cerveau comme les dinosaures. Nous savons tous les deux que les kaijus sont si grands qu'il leur faut 2 cerveaux pour bouger, comme les dinosaures. Alors correction, dans l'univers du film, les dinosaures étaient des kaijus, hein, ils le disent là. Les kaijus sont déjà venus sur la Terre pour faire un essai. C'était les dinosaures. Sa mère d'hypopète, ce film est plus gratiné qu'un plat de lasagne. Mais revenons à nos moutons, Michel, l'idée que les dinosaures avaient un second cerveau nous vient tout droit du 19e siècle. C'est donc du bon gros reliquat de la paléontologie à papy. Oh oui mon petit Michel. Et elle m'appelle mon petit Michel maintenant. Eh bah, vivement que ça se termine cette vidéo. Elle vient d'un moulage de la cavité pelvienne de Stégosaurus qui avait fait le célèbre... Le redouté. L'impitoyable... Othniel Charles Marsh. Non, cherchez pas, Richard Owen a rien à voir là-dedans.
Othniel Charles Marsh, donc, qui en 1881 avait fait un moulage de la cavité du bassin contenant la moelle épinière d'un stégosaure et qui en nota le volume incroyable, Et je parie qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour conclure que le bassin contenait un deuxième cerveau pour lui commander l'arrière-train. c'est tout à fait ça. Mais nos connaissances anatomiques modernes montrent que tous les animaux terrestres ont une cavité dans le bassin, qui est due au simple fait que tous les nerfs des jambes convergent vers la moelle épinière à cet endroit. Rien à voir avec un deuxième cerveau donc. Rien à voir du tout, en effet. Preuve en est que les baleines, qui sont les plus gros animaux vivants qui aient jamais existé, ne possèdent pas de cavité dans les vertèbres de la région du bassin, simplement parce qu'elles n'ont pas de jambes. Pas de jambes, pas de Enfin, je veux dire, pas de convergence des nerfs, donc pas besoin de leur faire de la place. Et pourtant, les baleines en ont besoin de coordination dans leur arrière-train pour nager correctement. Mais le cerveau à lui seul suffit, pas besoin de cerveau secondaire. Et c'était pareil pour les dinosaures. Je le savais. Ce deuxième fort accord anatomique est terminé, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil au premier si cela n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, Michel, et cette fois j'aurai du lourd, du très très lourd. Oui, c'est ça, Mimiche, la semaine prochaine. Du très très lourd, c'est ça.